Bonjour chers auditeurs des Pod-Calais, aujourd'hui une rétrospective sur un film français. Alors voilà, c'est assez exceptionnel pour être souligné. Qu'est-ce que c'est rare. Je crois que c'est la première fois. C'est la première fois et la dernière fois, ma vie. Bon, la dernière, il y a des chances quand même. Donc aujourd'hui on va faire une petite review sur Kaamelott, le film d'Alexandre Astier. Premier volet, quoi. Premier volet, exactement. Ouais. Alors Kaamelott, ce qu'il faut savoir, c'est que au début c'était ce qu'on appelle une série courte sur M6, c'est-à-dire des petits épisodes de 5 minutes qui racontent une petite scénette où il y a des gags dedans, voilà, avec du phrasé Kaamelott, c'est-à-dire du phrasé un peu, on va dire, moderne dans une série médiévale. Voilà, donc une commande de M6 auprès d'Alexandre Astier pour faire un peu une concurrence, je sais pas, aux chers voisins ou aux trucs comme ça. C'est-à-dire... C'était pas Caméra Café, cette époque-là? Caméra Café, c'était déjà fini à cette époque-là. Ah ouais, d'accord. Mais tu vois, dans la même lignée, c'est-à-dire des petites scénettes un peu courtes pour, en gros, pour caser entre deux émissions le temps que le prime time arrive. T'avais une espèce de 5 minutes avant, je te coupe déjà, mais c'est habituel chez moi. C'est un peu comme quand il passait des bouts de dessins animés, tu sais, à 19h55, quand il passait Ulysse, où il était une fois l'espace, où il était une fois l'homme, tous des petits trains pour faire patienter la personne, quoi. Bah, je peux pas te dire, j'ai pas connu cette époque. T'as pas connu cette époque, c'est vrai. Voilà, le seul truc où il nous faisait patienter, c'est en nous collant un Batman qui était vachement bien fait dans les années 90, mais la série animée, toi. C'était 20-25 minutes. Là, c'était des scènes au début qui faisaient peut-être 5 minutes. Pour revenir sur le principe du truc, c'est qu'à 19h55, sur la 3, à l'époque, ça date de 81, il passait Ulysse 31. Alors en fait, il te divisait l'épisode de 20 minutes ou 25 minutes en plusieurs tranches de 5 minutes. Donc il te passait 5 minutes tous les soirs, et puis t'avais l'intégrale du dimanche. Et ils ont fait ça plusieurs fois avec plusieurs séries animées de l'époque. D'accord. Programme court à peu près dans le même principe, sauf que là, la scénette en elle-même se suffit. C'est-à-dire que tu peux le regarder dans n'importe quel ordre. C'est ça. Saison 1, 2, 3, tu peux les regarder à peu près dans n'importe quel ordre, et puis voilà, des petites scènes bien marrantes, et puis qui ont vite fait mouche grâce aux personnages de Kaamelott, qui sont assez, à dire, haut en couleur et exceptionnels. Enfin voilà, le roi Arthur qui doit gérer une bande de bras cassés pour gérer son royaume. Voilà, truc qui a pris de l'ampleur un peu après, parce que plus prise au sérieux à partir du livre 4, parce qu'on dit pas saison en Kaamelott, on dit livre. Et le livre 4, 5, 6, où là, le livre 5 et 6, là, c'était carrément ça se rapprochait du court-métrage, complètement. Il y avait dans ce côté dialogue, enfin moi je connais pas l'univers, donc je vais pas non plus sortir ma science sur un truc que je connais pas. Moi ce que j'avais vu, c'était que en fait on était dans une époque médiévale, mais les dialogues et tout ça, ils étaient contemporains pour moi. Exactement, ce que je disais donc en début de podcast. On retrouvait les affres du moyen, enfin pas vraiment Moyen-Âge, parce que c'est carrément avant, mais on va dire les affres de la chevalerie avec du langage bien moderne et châtié, quoi. Voilà, avec beaucoup de termes qui sont restés cultes à Kaamelott, comme d'argot, quoi. Comme ramener le jaja ou des carrés ou ouvrez vos esgourdes ou des trucs comme ça, tu vois, qui n'ont rien à faire dans un truc qui se déroule dans les années 400-450. Et ça a duré combien de saisons alors cette histoire là? Donc quand même 6 livres Kaamelott, donc 6 saisons. Voilà, Alexandre Astier M6 lui a commandé un programme court, sachant que Alexandre Astier voulait plus faire de l'heroic fantasy, Donc lui, on lui a commandé ça. Il a tourné un peu des pilotes pour montrer un peu l'ambiance qu'il voulait donner à sa série. Pilotes qu'on retrouve dans le premier DVD. Par exemple, quand on achète le DVD Kaamelott, il y a des addendums dedans, et puis il y a les premiers épisodes qui sont un peu plus, on va dire, souples au niveau réalisation, c'est-à-dire un peu plus cheap en fait. Voilà, on sent qu'il y a encore moins de budget. Et après, remaniement un peu les acteurs et tout, là, Alexandre Astier a fait mouche, quoi. C'est-à-dire qu'il a su trouver des acteurs déjà pas connus, et surtout que, qui tiennent leur rôle, quoi. Enfin, tu les vois pas autrement que dans leur rôle dans Kaamelott. Est-ce qu'ils sont pas un petit peu enfermés quelque part? Si tu prends Anne Giroir ou Lionel Astier, ils ont su un peu se décaler de Kaamelott, mais ils tournent plus dans des films, dans des téléfilms que dans des films. Par contre, Alexandre Astier, à part Kaamelott ou Que ma joie demeure ou l'Exoconférence, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il fait pas grand-chose, mais sachant qu'il fait énormément de choses derrière. Alexandre Astier, juste la télé, ça l'intéresse pas. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un grand éventail de créativité. Donc voilà. J'ai cru comprendre qu'il faisait la musique de tous ses films, quasiment. Et voilà, Alexandre Astier qui fait la musique de Kaamelott,
des films, etc. Beaucoup de mise en scène aussi, c'est lui qui fait. Il n'est pas que acteur, quoi. Il est réalisateur et il met la main il y a la patte Astier quand tu regardes quelque chose. Même quand tu regardes le Astérix qui a été tourné... Les deux Astérix. Non, il y a eu un Astérix sûr, ça doit être le domaine des dieux. Il y en a deux, je crois. Et c'est Astier qui a fait et tu reconnais la patte Astier. Ouais. C'est-à-dire que c'est tout de suite une augmentation nette en qualité par rapport à un Astérix chez les Bretons qui était dégueulasse. Disons que la film d'animation est meilleure que les films live, quoi. Les films live, celui d'Alain Chabat, il est top, hein, je suis désolé. Toi, t'aimes bien le 2, quoi. Astérix Mission Cléopâtre, celui-là, il est vanté, ouais. Il est top, quoi. C'est du Alain Chabat, c'est du nul, quoi. Ouais. C'est du l'esprit les nuls. Quand on aime bien l'esprit canal, quoi. Ouais, c'est l'esprit canal, mais dans le bon sens. C'est-à-dire, tu vois le film, tu le regardes, t'es bidonné. Ouais. Ça fait moins franchouillard qu'un qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Qu'un Clavier ou qu'un Dubosc ou. Aucun même Boone, hein. C'est-à-dire Boone, c'est toujours. Boone, c'est toujours pareil aussi, hein, quand tu vois. Ouais, voilà, il y a une patte Boone. Et là, Chabat veut dire, le film, t'es là pour te bidonner. Je pense que les nuls, ils étaient bien appréciés. Notamment, j'ai pas vu La Cité de la Peur, mais c'est culte aussi, ça, apparemment. La Cité de la Peur, c'est culte, c'est un film culte de Les Nuls, ça c'est sûr. Même quand je regardais l'Objectif Nul, quand ils étaient dans leur vaisseau, là. Ouais, ça c'était encore. C'était assez rigolo, quoi. C'était décalé. Puis à l'époque, tu pouvais enfin, je veux dire, c'était Les Nuls, donc ils avaient confiance et conclusion, ils arrivaient à sortir des trucs qui sortaient un peu des projets. C'est sûr. Après, il y a aussi le film qui est devenu culte aussi, avec. Je crois qu'il y a même Alain Chabat dedans aussi, d'ailleurs. C'est cool, ce film. Et c'était avec l'équipe des Robin des Bois, avec Pef, enfin tous les acteurs comme ça, Rouve, Pef, Jean-Paul Rouve, je reconnais pas les noms des autres, mais là tu reconnais la patte Robin des Bois et tu vois, c'est encore des gens qui avaient un esprit créatif et que voilà, à l'écran ça passe. Je sais bien que c'est un film français, donc Fabien pas tellement, mais je veux dire, ça c'est des films qui passent. Je vais pas dire que j'aime pas le cinéma français, moi j'aime bien le cinéma français, un peu plus classique, un peu plus, on va dire, âgé, parce que dans les comédies françaises, je me suis un petit peu arrêté aux années 80, on va dire. Après, moi je trouve que ça tourne en rond et qu'il n'y a plus vraiment d'originalité, quoi. Bon, déjà, voilà, quoi. Donc on peut pas dire que je crache sur les films français, parce que moi j'ai des films cultes comme Les Tontons Flingueurs, ou tu sais, tous les grands classiques, quoi. La Grande Vadrouille. La Grande Vadrouille, les trucs comme ça. Ouais. Mais tu vois, là, si tu prends, pour moi, si tu prends ou Astérix Cléopâtre, pour moi, c'est des grands classiques. Voilà, c'est au-dessus d'un gendarme ou un truc comme ça. Ouais, non. Ou d'un Fantomas. J'irai pas jusque-là, parce que moi, gendarme et Fantomas. Bah, tu les as pas vus. Le gendarme, je les ai pas vus, certes, mais j'ai vu quelques extraits pour me dire, ouais, ça me plaisera pas, tu vois. Il y a quelques a priori, tu vois, je peux regarder un truc 5 minutes et me dire, ouais, non, c'est pas pour moi, tu vois, c'est pas fait pour moi, ce genre de truc. Voilà, quoi. Mais on n'est pas non plus, on n'a pas beaucoup d'années de décalage non plus, hein. Moi, je suis né en 74, je sais plus, toi, pour toi. 79. Ouais. 79. Donc on a 5 ans, bon, on peut pas dire qu'on a une génération quand même entre nous. Et pourtant, si, parce qu'on a on a des bases culturelles qui sont ailleurs. Toi, je veux dire, voilà, t'as la base Grande Vadrouille et tout. Moi, j'ai pas cette base-là. C'est-à-dire que j'ai une base plus années 90, tu vois. Mosquito. Spawn. Alors là, pour revenir à Kaamelott, moi, j'aimais beaucoup le programme court. Ouais. Parce que, en fait, c'était marrant, hein, les personnages cultes de Perceval ou Caradoc, surtout. Hein, je pense que c'est les plus cultes. Des trucs comme ça. Et puis, le roi Arthur, complètement dépassé par ses chevaliers incapables, où ils pètent des plombs parce que tu leur demandes des trucs simples, ils y arrivent pas. Ouais. Ils sont complètement débiles. C'est ça. Hein, c'est les chevaliers de table ronde, vraiment. Donc, tu vois, au premier degré, tu regardes ça au premier degré, c'est marrant. Tu rigoles pas. C'est franchement marrant. Tu rigoles. Par contre, après, ce que moi j'ai appris à découvrir plus tard dans les œuvres d'Astier, notamment Kaamelott, c'est tout ce qui a le background. Il y a longtemps que je l'ai pas dit. Hein. Le passif. Le passif derrière. Ouais. C'est-à-dire que quand on prend le personnage de Perceval, il nous met des éléments pour te dire que ça serait peut-être quelqu'un venu des étoiles, celui-là. Ah, carrément. Ouais. Donc tu vois la patte Astier qui commence à se mettre. La patte fanboy Star Wars. Lucas. La patte. Pas que Lucas. Est-ce que Astier s'est pas un peu inspiré du succès de Lucas pour faire sa série? Pas du tout, parce qu'il s'inspire de tout et il rend hommage à tout. À Louis de Funès aussi bien dans la narration de ses épisodes, dans le style aussi, la musique, il fait toutes ses musiques lui-même, tu le disais, la mise en image et tout, c'est aussi lui qui met sa patte. Après, voilà, tu retrouves du Star Wars, tu retrouves du Monty Python, tu retrouves des trucs, des éléments comiques, tu retrouves, je te dis, du Funès dans les comiques de situation, et voilà, et tu retrouves du Astier aussi, c'est-à-dire des éléments où il arrive à faire passer des trucs un peu pas drôles comme la dépression et tout, sur la base de l'humour aussi. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que on sait que Lucas a créé Star Wars, mais Star Wars, c'est pas complètement original, tu vois, c'est un melting pot de plusieurs influences. Tu peux retrouver le mythe arthurien, le Japon féodal, le western, et tout ça, ça fait un mélange qui a réussi. Hein. Donc moi, je voudrais dire, c'est que Astier, il a repris le mythe arthurien, il l'a fait à sa sauce, tu vois, un peu comme Lucas l'a fait avec Star Wars. C'est ça que moi je voulais dire. Et avec énormément de recherche. Ouais. C'est-à-dire, par contre, les détails historiques, ils s'en foutent. Hein. Tu sais, il n'y avait pas d'armure à cette époque-là, tous les trucs. Il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est raconter une histoire d'heroic fantasy. Mais en fait, il a fait ses recherches, notamment sur Merlin. On dit Merlin l'Enchanteur.
enchanteur. Ouais. Et ce qu'on a tendance à oublier, c'est que Merlin, en théorie, c'était pas un enchanteur, c'était un druide. Et du coup, il a toujours refusé à ce que Merlin soit un enchanteur avec des super pouvoirs. C'est-à-dire, c'est plus un druide qui bricole des trucs d'enchanteur et du coup il sait pas faire, quoi. Il est foireux, quoi. Merlin est complètement foireux. Ouais. Après, si tu prends Perceval dans les légendes arthuriennes, il faut quand même savoir que Perceval, c'est lui qui trouve le Graal par hasard. C'est-à-dire qu'il est passé 3-4 fois devant le Graal sans jamais le voir. Et puis après, il y a un moment, il y a un mec qui lui donne, mais par hasard. C'est dans Camelot. Non, dans le mythe arthurien. Dans le mythe arthurien, c'est ça. Ouais. C'est Perceval, c'est celui qui trouve le Graal, mais par hasard. Ah ouais. Et là, dans le mythe arthurien, dans le mythe astérien, on va dire, Perceval, c'est l'enfant. C'est-à-dire qu'il a une âme d'enfant et il a une vision d'enfant, tu vois. Il y a aussi l'histoire avec Lancelot, la romance avec Guenièvre. Tu vois, il voulait explorer le système Lancelot-Guenièvre et il voulait un ennemi mortel à Arthur, tu vois. C'est Mordred en général. En général, c'est Mordred ou même Méléagant, le problème se pose pas. Et la fée Morgane, tout ça, il y a aussi. La fée Morgane, elle est là aussi, mais elle apparaît que dans un épisode. D'accord. Et tu vois, Astier, il aime pas quand on arrive à deviner ses codes. Donc du coup, il a dit, le méchant, ce sera Lancelot. Ah ouais, carrément. Ouais, le méchant, là, c'est Lancelot du Lac dans le film. Ça a fait directement suite au livre 6. Donc voilà, Lancelot est devenu tout puissant, il gère le royaume de Bretagne, puis il commet Lancelot, je vais faire un parallèle après, commet la même erreur. Lancelot et Arthur commencent à commettre les mêmes erreurs. Je veux dire, Arthur gouverne, il commet des erreurs, ce qui lui entraîne la colère des dieux, et là, Lancelot commet des erreurs, et ce qui lui entraîne la colère des dieux, qui du coup fait revenir Arthur, quoi. Donc en gros, tu vois, ils sont victimes des dieux, tout simplement. D'accord. Ils ont pas de main prise sur leur destin, et c'est pour ça qu'Arthur est suicidaire, parce qu'il sait que quoi qu'il fait, il a pas de main mise. Donc du coup, et puis en plus, pour gérer un royaume de Bretagne avec des branquignoles, c'est compliqué, surtout quand ton meilleur élément, il te trahit et essaye de te tuer. D'autant plus que j'avais compris dans le mythe arthurien que Lancelot, c'était un petit peu le fils spirituel d'Arthur. Dans le mythe arthurien, Lancelot, c'est Arthur, c'est la base, l'inconnu, et Lancelot, c'était celui qui a été élevé par les fées, normalement. Ouais. Donc, il y avait quand même une relation un peu père-fils, pas par le sang, mais un peu spirituel, quoi. Ouais, non, moi j'aurais dit vassal féodé. Ça dépend aussi des interprétations, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a tellement de romans et de... on a le mythe arthurien en lui-même, et sachant que le mythe arthurien, il y en a beaucoup qui confondent mythe arthurien et réalité en plus. Et le mythe arthurien, c'est vaste, c'est très très vaste. Qui inclut la quête du Graal. Est-ce qu'il y a aussi cette notion de quête du Graal dans Camelot? Oui, c'est central dans Camelot, mais c'est juste qu'il le trouve jamais. T'as même un épisode où t'as Perceval et Caradoc qui commencent à creuser n'importe où en Bretagne pour trouver le Graal, mais ils savent pas ce que c'est. T'as même un épisode où ils disent qu'est-ce que c'est le Graal, et là ils disent c'est un vase, l'autre une pierre incandescente, et là ils disent c'est un bocal à anchois. La pierre incandescente, c'est peut-être référence à la pierre philosophale. Exactement, il y a toujours des références. Et puis Excalibur, comment que ça se manifeste dans cette série? Excalibur, c'est l'épée des dieux, et celui qui a Excalibur est roi de Bretagne. D'accord. C'est-à-dire que Arthur arrivait à la sortir du rocher, donc il a été roi de Bretagne pour ça. Donc Arthur qui a retiré l'épée à l'âge de 5-6 ans, je crois. Ouais, il est très jeune. Après embarqué à la Légion pour pouvoir être entraîné, surtout pour pas que Pendragon le tue. C'est ça. Et donc sauvé par Merlin, et puis après rapatrié par Merlin de Rome après pour monter sur le trône de Bretagne. Dans Camelot, bien sûr. Ouais, c'est la mythologie astérienne, on va dire. Et il a réussi à rendre crédible toute cette mythologie, et je veux dire, tu pars quand même d'une série où c'est fait pour rigoler, c'est un peu comme La Petite Histoire de France, c'est juste fait pour te marrer. Aussi, ouais. Ouais, et puis tu passes, il a réussi à créer tout un univers où il a réussi à imposer sa vision de la fantasy, quoi, voilà. Il veut une œuvre d'héroïque fantasy, et puis il a réussi, livre 5, livre 6, il a réussi à s'imposer en tant qu'auteur d'héroïque fantasy. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a une série de bandes dessinées aussi, Camelot. À partir du moment où on lui donnait plus les accès et les budgets pour faire du Camelot, parce qu'il voulait retour programme court, faut dire, les audiences livre 5 et 6, ça n'a pas été aussi élevé que c'est pas rentable, parce qu'autant que t'as un épisode de 5 minutes, tu peux le mettre quand tu veux, autant après livre 5 et 6, les trucs qui font 20 minutes, tu peux pas les mettre quand tu veux. Non, c'est sûr, faut les caler après. Du coup, je pense que Cal, tous les trucs comme ça ont pas dû être contents, et puis ils ont dû se dire on arrête le tir. On dépense pas d'argent si on n'est pas sûr que ça va nous ramener. C'est pour ça qu'il a mis 10 ans à faire son film, parce que budget, parce que il voulait pas se précipiter non plus. Il a pris le temps de l'écriture, comme il dit, puis après il faut y croire quand même. Bon, là, vu le nombre d'entrées de réservation qu'il a fait malgré la crise Covid, moi je pense qu'il y a eu raison de faire des films, quoi. Ouais, par contre, ce que j'ai entendu comme anecdote, c'est que il paraît que le mardi soir ça a explosé au niveau de l'avant-première, et que du lendemain ça a baissé de 50% les fréquentations. Tout le monde a voulu le voir en avant-première. Ouais, parce qu'il y avait l'histoire du pass sanitaire, donc tout le monde s'est rué du mardi, et après tout le reste de la semaine, hormis les cinémas qui font les places des salles combles à 49 personnes. Moi j'y suis allé du vendredi, il y avait le pass sanitaire mis en place, mais comme on était que 49 dans la salle, du coup ça va, on n'a pas dû donner de pass sanitaire.
On aura compris, hein. 49, ouais. Ouais, 49 et demi. Donc on comprend bien quand même la politique des cinémas, c'est qu'ils peuvent pas, ils sont tellement fermés pendant près d'un an, hein, on va dire quand même. Un an et demi, hein. Ouais. On va être gros. Facile, hein, ouais. On va être à large, hein. Puis en plus, toutes les ressorties entre deux ont pas fait les recettes. Hein. Bah, on a l'exemple de Black Widow qui a été décalé. Ouais. Voilà, Kaamelott, pareil, ça a été décalé. On a eu Tenet qui est sorti entre deux, là. C'était un film surprise, moi j'ai qui même pas vu. Qui a pas fait de. J'ai même pas vu de trailer, de trucs comme ça sur Tenet. Moi je le savais qu'il sortait, mais ça a pas explosé quoi le box-office. Ouais, quoi. Pas une comme Nolan peut faire habituellement, tu vois. Est-ce qu'on n'est pas reparti dans une phase où ils vont être obligés de s'adapter quoi finalement à la situation. C'est-à-dire s'adapter, de faire des séances à 49 personnes, plus de séances, tu sais d'étaler plus de séances. C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué parce que bon ça va, il y a pas beaucoup de films bien qui sortent. À part je te dis Kaamelott où je pense qu'il va faire pas mal. C'était Guys, hein. Non, puis je suis désolé, le seul film qui va cartonner bientôt, ça va être Fast and Furious. Hein. Bah, il est déjà sorti la fin de il est sorti, mais il cartonne. Apparemment, on est complètement éloigné du sujet, c'est pas grave. Si, c'est important parce que c'est justement le cinéma qui est un peu en deuil en ce moment. Et il nous faut, malheureusement ou heureusement, ça c'est vous qui voyez, mais il nous faut des films comme Fast and Furious pour relancer un peu l'économie. Parce que... de toute façon, l'industrie américaine, elle est pas en peine, elle a repoussé, mais il y a quand même des films qui sont sortis sur HBO Max, par exemple. Ouais, mais c'est pas pareil. Comme je te disais, le Fast and Furious, il cartonne, il y a même écrasé Black Widow, quoi. Ouais, mais je veux dire, un Fast and Furious qui cartonne, c'est bien, ça aide un peu les cinémas, parce que je veux bien que ça sorte sur HBO, mais ça va pas dans les poches des cinémas. Non, mais Fast and Furious, il sort pas sur HBO. Tous les films ne sortent pas sur HBO. Il y a que les films qui sont. Tu dis le cinéma s'en sort, ça sort sur HBO. Non, les cinémas s'en sortent pas. Le cinéma s'en sort, les cinémas s'en sortent pas. Ouais, mais ils ont pris quand même le risque de sortir, par exemple, les films qu'on a pu voir. Wonder Woman 84, King Kong versus Godzilla, Mortal Kombat. Alors King Kong versus Godzilla, c'est pas non plus de la grande qualité. Mais bon. Versus Godzilla qui est sorti aussi en VOD en même temps. Aussi, ouais. Mortal Kombat, je crois, qui est sorti aussi en VOD au même moment. Ah bon, ouais. Il me semble. Wonder Woman, je suis pas sûr. Non, il y a eu un décalage. Black Widow, il est sorti aussi en VOD. Ils ont fait l'erreur stratégique de le mettre sur Disney+. Voilà, donc voilà quoi. C'est comme Cruella, c'est pareil. Je suis le premier film qui va faire retourner tous les jeunes. Hein. Je suis un boomer, hein, moi. tous les jeunes en salle, c'est Fast and Furious. Ouais. Kaamelott, c'est plus des gens nostalgiques comme moi qui veulent voir ce que Astier a réussi à faire de son œuvre. Ouais, parce que bon, il se dit, il y a quand même 10 ans entre deux. Et j'ai envie de mettre un petit peu le phénomène X-Files, même si c'est pas vraiment dans le truc. C'est-à-dire que X-Files s'est arrêté en 2002. Ils ont refait un deuxième film, Régénération, qui était très mauvais d'ailleurs, en 2008. Et après, ils ont recommencé les saisons en 2016. Et la sauce, elle a pas pris, quoi. On a vieilli, hein. Ah ouais. Les fans d'avant, c'est plus les fans de maintenant. Non, c'est plus pareil, mais ils ont pas compris ça. Surtout s'ils sont partis dans la même lignée scénaristique qu'avant. Complètement. Puis en plus, ils faisaient revenir des personnes qui étaient mortes. Il y avait des personnes qui étaient plus du tout dans le même camp, qui avaient changé de camp entre deux. Ouais. Et t'avais pas la moindre explication de tout ça. Et c'était un bordel monstre les deux dernières saisons, quoi. Qu'est-ce que t'as pensé finalement de ce film Alors, le film, moi je suis en demi-teinte. Hein. C'est-à-dire que le film, visuellement, il est splendide. Voilà. Visuellement. L'esthétisme et tout. L'esthétisme, la musique, elle est top. La direction artistique. La direction artistique, elle est vraiment bien. Mais j'ai attendu 10 ans. Donc j'ai attendu 10 ans, je m'attendais à quelque chose de mieux, de bien et tout. Et donc moi, je me suis ennuyé. Moi, personnellement, hein, que là, vu qu'il y a 94% des personnes qui l'ont aimé, il est très très bien le film. Mais je me suis ennuyé. Je crois que je suis sorti de l'univers de Kaamelott à cause du délai. Il y a trop de... Il aurait fallu que tu termines la série et que tu directement t'es le film. Tu vois, exactement. J'aurais suivi la série livre 5 où je me suis dit, ouais, ça commençait déjà. Je suis plus programme court peut-être, hein, c'est peut-être juste ça. Et après, livre 6, et en fait, il y a une perte d'humour. Et moi, je crois que c'est plus dans Kaamelott l'humour que je recherche. Et ça, pour moi, c'est perdu. C'est-à-dire qu'il y a des humours quand même dans le film. Hein. Ouais. Mais pour moi, ça a pas fait mouche en fait. Toi, tu préfères peut-être le format sitcom ? Non, je me suis pas bidonné. Non. Autant je me bidonnais quand je voyais des trucs dans Kaamelott à la télé. Ouais. Ouais, j'étais plié de rire quand je voyais leur réaction. Mais là, je pense que y a pas vraiment de surprise dans le film, à part l'arrivée des Burgondes, mais sinon, il y a pas de surprise dans le film. Et moi, du coup, ça m'a perdu. Mais je veux dire, sinon, le film en lui-même, non, je dois avouer que qualitativement, il est au top. C'est juste, je pense que ma mentalité à moi qui joue que, et du coup, je pense que je suis sorti de l'univers Kaamelott et que je vais avoir du mal à m'y intéresser. Moi, j'ai vu le trailer. Hein. Moi, je suis pas un fan de Kaamelott du tout. J'ai vu quelques passages qui m'ont assez impressionné, notamment des
plans extérieurs, on voit les châteaux et tout ça. Et je sais pas s'il y a une bataille à la fin ou un truc comme ça. Non, c'est une bagarre à la Star Wars entre Lancelot et Astier. D'accord. Enfin, entre Lancelot et Arthur. Ouais. Et non, c'est bien parce que c'est bourré de références. C'est-à-dire qu'il se bat de la même façon que quand Luke il se bat contre Dark Vador. D'accord. C'était rigolo. Mais sinon, non, visuellement, si, il y a des effets spéciaux. Putain, je veux pas trop spoiler, mais je veux dire, il y a des effets visuels qui sont vraiment bien faits. On n'a pas envié les films américains là-dessus. Bon, ça fait plus bricolage à la française des fois, mais je veux dire, visuellement, non, ça, tu sens qu'Astier, il sait ce qu'il fait. En fait, s'il fallait faire un film épique, vraiment épique, mais et sérieux, faudrait demander à Astier de le faire, quoi. Je suis désolé, son film là, il est épique, il est sérieux. Ouais. Épique, on l'a, sérieux, on l'a. L'histoire, elle est bien. Le rythme, il est, ouais, un peu de longueur une fois de temps en temps, mais ça, quel film n'en a pas? Je veux dire, le film, il est vraiment bien. Je pense que moi, c'est juste, je m'attendais à un truc plus d'humour et j'ai mal été servi. Mais je veux dire, après, sinon tous les autres thèmes, la dépression, la fécondité, qu'est-ce qui fait de toi l'homme que t'es devenu, les enjeux, pourquoi t'arrives à une situation, tu te laisses entraîner, tout ça, c'est vraiment bien raconté, y a pas de défaut. Donc, d'après ce que je peux dire, ce que je t'entends, c'est qu'on est à faire une production française qui est quand même ambitieuse sur le plan visuel, tout ça, et puis même et hyper qualitative. Ouais, et c'est nettement supérieur à toutes les merdes qu'on peut voir. Exactement. Ouais. Et les caméos entre guillemets, on va dire caméos d'acteurs connus qui sont là, c'est pas lourd du tout. C'est-à-dire que c'est bien intégré à l'histoire et tu sens que les mecs ils ont voulu faire ce plaisir à monter dans Kaamelott parce que ils doivent aimer la licence. Les acteurs à part Clavier. Il paraît qu'il cabotine à mort. Ouais, voilà. Moi Clavier c'est le point noir, mais en même temps il joue le même rôle que dans le 5 et 6, c'est pareil. Ouais. Et par contre et t'as des acteurs, tu sens qu'ils sont là parce que c'est des fanboys d'Astier et ça va, c'est pas trop lourd. Par contre, il y a des acteurs qui m'ont manqué. Dame Évanouie, on la voit qu'une scène. Simon Astier est pas présent dans le film. Donc c'est des trucs qui tu te dis où ils sont. Bon, peut-être dans le volet 2 ou dans le volet 3. Ah bah certainement qu'ils vont revenir. Mais t'as des personnages, ils te manquent quand même. En tout cas, Kaamelott. Tu le recommandes quand même. Moi je le recommande. Ouais. Voilà. Par contre, l'humour. Est-ce que tu le recommandes à la personne qui aura pas vu les autres saisons? C'est ça que je veux savoir. Ouais, ça passe. Ça va passer quand même. Va avoir quelques problèmes pour reconnaître certains personnages, notamment Vennec ou les trucs comme ça. Mais sinon, l'histoire en elle-même, ça passe. Parce que quand t'as une transition comme ça du grand écran machin, je pense à X-Files, si tu connais pas les personnages et leur évolution, tu vas voir le film, tu vas trouver ça chiant, quoi. C'est ça le truc. Non, là ça passerait. Mais je crois même que, vu que tu connaîtrais pas l'univers Kaamelott, il y a des blagues, parce qu'il y a des mecs qui se marraient dans la salle, et il y a des blagues où je rigolais pas. Ah bon? Donc tu vois, c'est peut-être moi qui ai un problème avec l'humour de Kaamelott, qui est peut-être plus assez incisif. Donc du coup, en même temps, sur un film, tu peux pas faire des points d'humour avec, une chute où ça coupe et tu réfléchis sur la chute. Ça. Tu peux pas faire ça dans un film. Mais sinon, voilà. J'étais quand même content de revoir un peu tous ces acteurs. Moi, Astier, je l'adore parce qu'il fait pas de casting. Ouais. Hein. Lui, il repère un talent, il va le chercher. Voilà. Ça devrait être comme ça. Tu repères un talent, tu vas le chercher. Il n'y a pas de pistonnage, quoi. C'est du pistonnage parce que ça veut dire qu'il aime le talent, il va les chercher. Ouais, mais je veux dire, il va pas faire appel à des gens qui sont plus ou moins en vue ou à la mode, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non. Il va s'orienter vers quelqu'un qui a la rigueur inconnu. Non, exactement. Et puis même, je te dis, même les acteurs connus comme Alain Chabat, ils sont top dans leur rôle et ils décalent pas de la série. C'est-à-dire qu'ils sont... Alain Chabat, je vais prendre cet exemple-là parce que c'est parlant. T'as l'impression qu'il a arrêté de tourner le livre 5 et 6 ou même 4. T'as l'impression qu'il a arrêté de tourner il y a 2 mois. C'est-à-dire qu'il est encore dans son rôle, tu vois. Là, c'est des génies, tu vois, des génies créatifs. Moi, Kaamelott, je le recommande. Allez le voir. Déjà, parce que un film français bien, c'est quand même dur à trouver. C'est extrêmement rare. 2, un film français pas raciste. C'est encore plus dur à trouver. Et 3, Astier est un génie visuel et un génie de la mise en scène. C'est un artiste complet, on va dire. Ouais, voilà. Et puis, voilà, les thèmes abordés, c'est pas Kaamelott, c'est la dépression, c'est qu'est-ce qu'on veut de toi, qu'est-ce que tu veux bien être et ta destinée, est-ce que tu choisis de la subir ou est-ce que tu veux essayer d'en rester maître quand même? Et les réponses sont pas simples et sont pas cartésiennes. Et toi, tu l'as vu, l'exoconférence? Qu'est-ce que t'en as pensé? L'exoconférence, c'était super marrant. Mais c'est quoi là-bas? Sur les extraterrestres. Il vulgarise un petit peu l'astronomie, il fait quoi? J'ai du mal à dire vulgariser, mais il prend, on va dire, l'astrophysique et les possibilités extraterrestres, il les abaisse au niveau du public, c'est-à-dire que ça devient abordable de le comprendre quand t'es lambda, que tu connais pas l'astrophysique. Ouais, c'est une vulgarisation quand même un petit peu. C'est un peu comme faisaient les Bogdanov, par que les Bogdanov... Non, les Bogdanov, ils restent dans le truc scientifique. Non, dans Temps X, ils restent dans le truc scientifique, et les trous noirs, machin. Lui, il explique en comparant avec des choses que tout le monde peut connaître. Ouais, mais ça, les Bogdanov, ils faisaient dans Temps X une émission qui était dans les années 80. Toi, tu pouvais pas regarder parce que t'étais beaucoup trop jeune. Et après, effectivement,
je suis d'accord avec toi, c'est qu'ils ont commencé à partir dans leur délire de physique quantique et tout ça. Et ça a été encore plus. De toute façon, ils ont perdu parce qu'ils sont tellement partis vers le côté vraiment scientifique, explicatif, qu'ils ont complètement perdu leur public. Moi, personnellement, j'aimais bien. Quand ils ont arrêté quand même le truc et tout ça, parce que bon, moi, je les aimais bien. Temps X, c'est une émission. Mais quand ils se sont consacrés à tout ce qui est scientifique et en parlant de la physique et du Big Bang et tout ça, là, ils m'ont complètement perdu et j'ai arrêté de les suivre, quoi. Tu vois, c'est ça qui est arrivé. Mais sinon, c'est un spectacle qui serait très intéressant pour ceux qui sont pas tellement érudits à tout ce qui est astronomie. Ouais, puis ça fait plus théâtral que spectacle. D'accord. Ouais. Donc il reste dans le domaine artistique. Dans le jeu. Il parle pas vers les théories. Ah si, quand même. Il part pas, il explique rien, il cherche pas à expliquer quoi que ce soit. C'est juste qu'il a fait une pièce de théâtre sur. À partir de ça. Pareil que ma joie demeure, quoi. Il a fait côté théâtral, mise en scène et tout, et il tient la scène. Et quand tu regardes une exoconférence au Collège Joie demeure, pardon. Le doigt d'honneur. Tu viens de te faire 1h30 et tu regardes ta montre et t'as l'impression que ça fait un quart d'heure. Donc moi, Kaamelott, je le conseille. Ouais. Je le conseille parce que c'est tellement rare d'avoir des bons films français. Tout simplement. Voilà. Que là, vous pouvez y aller. Bon, pas les yeux fermés parce que visuellement, c'est trop beau. Il y a quand même du spectacle, d'après ce que tu as l'air de dire. Parce que moi, quand j'ai vu les quelques extraits de Kaamelott, ils étaient toujours en intérieur et ils étaient toujours en train de discuter sur le trône ou sur la table. Bref, il y avait des trucs un peu à la sitcom. Donc là, tu me dis qu'il y a un peu plus d'extérieur, de scènes où on voit les gens gambader dans le. Ouais, il y a beaucoup de scènes d'extérieur. Est-ce qu'il y avait des gens ça dans l'ancienne série? L'ancienne série, non. Dans le programme court, non. On va dire le 1, 2, 3, non. Dans le 4, ça commence, et dans le 5 et 6, ouais. D'accord. Il y a un peu plus de... Ah non, il n'y a pas un peu plus. Dans le livre 5 et le livre 6, il y a très peu d'intérieur. Ah non, d'accord. Bah oui, donc ça reste le format à l'intérieur, quoi. C'est la quête, il va essayer de trouver un fils. Donc, il balade dans les campagnes et il rencontre du monde. Je me fie à ce que je vois, comme dit. Moi, le mythe arthurien, c'est plus... on va faire une transition, elle est toute trouvée, pour parler du mythe arthurien au cinéma, vu que... Je parlais de Lucas tout à l'heure, avec Star Wars, mais on est en plein dedans, de toute façon, l'affrontement entre Vador et Luke, c'est l'affrontement entre Arthur et Mordred, qui sont fils illégitimes. Mordred, qu'on rappelle, le fils de Morgan et d'Arthur, d'après ce que j'ai compris, et, donc lui, il découvre... donc dans Star Wars, c'est inversé, c'est-à-dire que c'est le père qui est le vilain, et c'est le fils qui est Arthur. Ouais, mais ça va, quand tu prends Star Wars, tu vois, c'est un peu... quand tu connais un peu le mythe arthurien, tu peux faire des rapprochements, mais si tu connais pas, ça passe. Ouais, ça passe aussi, parce qu'on veut un petit peu voir le rapprochement avec le Graal, la Force, bref, il y a puisé là-dedans, c'est flagrant. Quand tu connais le mythe arthurien, tu te dis, ouais, Star Wars, c'est beaucoup de mythe arthurien quand même. Et voilà, quoi, moi, je voulais commencer un petit peu par une petite chronologie des films arthuriens, du mythe arthurien. On a d'abord, en 1963, le merveilleux dessin animé produit par Walt Disney, Merlin l'Enchanteur. Est-ce que tu l'as vu, celui-là? Ouais, celui-là, je l'ai vu. C'est un classique Disney, je pense que en plus, c'est l'un qui a, on va dire, qui a des moins mal vieilli. C'est vrai. Donc, non, il est bien à regarder, mais c'est plus la jeunesse d'Arthur et qu'est-ce qui va l'amener à la genèse de la compréhension sociétale, on va dire. Mais ça reste enfantin par rapport à la vie des animaux. Ça, c'est clair que... C'est l'apprentissage du jeune Arthur. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut, pour retirer Excalibur de son rocher, il faut qu'il le mérite. Donc, il y a une espèce de cheminement qui fait que il y a plein de péripéties, le jeune Arthur, parce qu'au départ, il arrive pas il est moqué de tout le monde, c'est quand même quelqu'un qui est assez marginal comme personnage. Il est pas marginal, il est frêle, il est fragile, et puis c'est le... Pas marginal dans le bon sens, on va dire. Ouais, non, c'est celui qui ramène, c'est pas le palefrenier, non. Le laquais. Ouais, un peu, quoi, le fermier, quoi, c'est une espèce de fermier. Ouais, c'est un lad, quoi. Non, c'est pas un fermier, c'est parce que, non, il est chargé de ramener tout le matériel à quai, celui qui est plus dans l'esprit de devenir chevalier. Une espèce d'écuyer, là. Ouais, c'est une espèce d'écuyer, voilà, c'est plus un écuyer qu'un chevalier. L'écuyer, quoi, mais... Et donc, dans ce dessin animé-là, il est pas costaud, mais Merlin, il le prend sous son aile parce que Merlin l'Enchanteur... Il voit un potentiel en lui, déjà. Ouais, puis Merlin, il dit... c'est dans le mythe arthurien, c'est un peu ça aussi. Seul le faible peut comprendre les faibles. Donc, il voit quelqu'un potentiel, qui a le potentiel d'un roi, qui a des valeurs nobles, et donc, il se dit qu'il faut qu'il le prépare. Mais je trouve que c'est bien, il y a cette aura magique, quand tu regardes, t'as quand même des étoiles plein les yeux, parce que moi, je dois dire que je suis assez fan de tous les Disney de cette période, là, tu vois, qui partent des années 30 aux années 70. Pour moi, ça reste les meilleurs Disney. Et voilà, quoi, Merlin Enchanteur, donc à recommander. Pour les jeunes, déjà, un premier pas vers le mythe arthurien, Merlin l'Enchanteur, déjà. Après, il y a... j'ai passé, c'est en 1953, il y a un film, Les Chevaliers de la Table Ronde. Alors là, on est plus dans le film romanesque classique, tu vois. Il n'y a pas du tout cette notion de quête du Graal, tu vois. Il n'y a même pas Excalibur, je pense, là-dedans, c'est plus
romance entre Lancelot et Guenièvre, avec, on va dire, un Arthur vieillissant déjà, tu vois. Donc voilà. Ensuite, 1975, donc Monty Python, Sacré Graal, celui-là, t'as vu un peu quelques scènes. J'en ai vu quelques scènes, notamment, là tu m'as dit la scène du Chevalier Noir, quand ce qui est la plus culte du film, ou la Sainte Bombe ou des trucs comme ça. C'est ça, ouais. Puis après, tu m'as montré la scène avec le lapin que je connaissais pas. Alors celle-là, elle est terrible parce que bon, Monty Python, faut savoir qu'ils ont l'humour anglais, c'est quand même très particulier. On part souvent dans le loufoque, voire le nawak. Ouais. Donc là, on est, quand tu as vu tout à l'heure avec le lapin qui, bon là, on va décrire un peu vite la scène. Bon, il se face à une grotte, donc c'est une épreuve pour aller courage. Graal, ouais. Donc il faut qu'ils y aillent. Il se moque de Merlin parce qu'il dit ouais, lui c'est un tueur. Puis t'as un petit lapin tout mignon qui sort. Puis il dit ouais, mais il n'y va pas comme ça, il va te tuer. Donc le chevalier, il est sûr de lui, hein, il va. Puis tout d'un coup, t'as le lapin qui, quand il devient enragé, il lui arrache la tête. Ouais, mais d'un coup sec. Hein. Ah, grave. Ah, c'est Jason Statham, le lapin. Donc les autres, ah non, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, bah tant pis, on va y aller à 5. Et ils y vont à 5. Et le lapin, il est tellement rapide qu'il arrive à les blesser et tout. Hein. Les mecs, ils sont en déroute, hein, et puis ils se barrent. Hein. Ouais, puis ils retraitent. Ils sont 5 chevaliers avec des grosses armures et des épées et tout. Hein. Mais les mecs, le lapin, il les prend à la gorge et tout. C'est incroyable, cette scène. Mais bon, c'est quand même très cheap, hein, faut avouer. Puis bon, t'as plein de scènes comme ça. T'as des trucs un petit peu aussi anachroniques, hein, des fois, dans ce film-là. Ah aussi, mais c'est l'humour anglais, c'est normal. Ouais. Comme la scène de fin, je vais pas la dire, mais elle est hilarante. Moi, j'ai pété de rire. Mais bon, je vais pas la raconter parce que sinon, il y aurait plus de surprise. Mais regardez-le. Maintenant, peut-être que ça a mal vieilli aussi, cette espèce d'humour. Faut rappeler comme le Monty Python, bon, c'est plusieurs anglais, dont l'anglais Terry Gilliam. Alors, Terry Gilliam, c'est devenu quand même un grand réalisateur parce que on lui doit Fisher King, on lui doit L'Armée des 12 singes, et on lui doit aussi, je sais plus, un film, c'est Brasil, le fameux Brasil. Donc, des films qui sont quand même reconnus au niveau international. Voilà, comme Monty Python, on le recommande. Si vous aimez bien l'humour anglais, loufoque, voire très loufoque, parce que bon, faut s'accrocher des fois. Ouais, c'est vrai que là, c'est de l'humour anglais. Hein. Je pense que t'as dit humour anglais et ça résume tout le film. Je sais pas si on peut dire que c'est un peu du Mr Bean quelque part, mais... Ouais, c'est encore autre chose, Mr Bean. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas beaucoup de lignes de dialogue dans Mr Bean. Non, c'est vrai que le mec fait beaucoup de grimaces et tout. Tu vois, Monty Python, humour anglais. À part, t'as Mr Bean, c'est de l'humour anglais, mais c'est à part. Et t'as Benny Hill, c'est de l'humour anglais. Aussi, ouais. C'est encore à part, c'est de l'humour anglais. C'est toujours différent, quoi. Voilà, quoi. Je vais arriver en 81, alors ça, c'est un film qui a voulu résumer l'ensemble de la taille du Graal. C'est-à-dire qu'on a, que ça commence avant la naissance d'Arthur. Donc on a le père d'Arthur. Luther Pendragon, qui est un véritable tyran, hein, un conquérant, quoi. Et donc il y a Arthur qui naît, mais lui, Arthur, il croise jamais son fils, il meurt avant, je pense. En fait, il confie à Merlin, je crois, dans ce film. Ça dépend. Si je prends l'univers Camelot, pour en revenir, Luther Pendragon, c'était une belle petite salope. Ouais. C'est un prisonnier qui dit ça, puis à un moment, t'as Lancelot, il dit vous vous adressez au père du roi. Puis l'autre, il fait oh pardon aussi. Hein, t'as Arthur qui dit non, d'après ce que j'ai entendu, c'est pas faux. Excellent. Mais donc, en fait, ce qui se passe dans ce film Excalibur, donc il confie l'enfant à Merlin. Donc Merlin le laisse grandir et tout. Ça rejoint un petit peu Merlin l'Enchanteur quelque part. Donc il initie aux valeurs nobles et tout. Il grandit, il devient le roi de Camelot en prenant un petit peu le pouvoir. Mais il y a toujours ses valeurs nobles. Il devient le grand homme qu'il est. Il y a Lancelot qui arrive. Donc il y a encore la romance et puis Guenièvre qui trahit. Non, t'as Guenièvre en fait qui décide de tromper son mari. Tromper, c'est ça que je voulais le mot. Donc elle trompe son mari avec Lancelot. Et donc Lancelot, c'est un peu... Il y a cette relation filiale, spirituelle, comme je disais tout à l'heure. Donc Lancelot, il est jeté avec Perceval et les autres pour... ils disent, bon, tu vas me trouver le Graal maintenant. Et puis, il trouve le Graal, mais c'est un film qui est visuellement très mal vieilli. J'ai bien... pour le scénario, ça va. Je veux dire, esthétiquement, ça a très mal vieilli. Et on voit qu'on a un film à faire à 81. Je pense notamment à cette scène de finale où il y a le combat, bien sûr, entre Mordred et Arthur. Mais on sent bien qu'on est dans un studio, qu'il n'y a pas de relief dans le fond, tu vois. C'est qu'on voit vraiment qu'ils mettent plein de fumée et tout pour masquer un petit peu... masquer les cartons-pâtes. Ouais, ça fait un peu... cette expression que j'avais sortie l'autre jour, je sais plus. Très asylum. Pas trop, mais le pauvre, tu sais, la pauvreté du décor, quoi. Ouais, je sais les décors du cœur. Donc cette bataille, elle fait pas très épique. Ça fait limite, ils sont... Il y a pas tout... Ça fait... C'est soi-disant une armée contre une autre armée, mais en fait, t'as 2-3 mecs qui se battent sur le terrain, quoi, tu vois le truc. Je le recommande quand même parce que ça donne une assez bonne vision de l'intégralité du milieu arthurien. C'est-à-dire que si vous pouvez vous emmerder à lire
n'importe quel truc. C'est une interprétation qui ça sera toujours une synthèse. Sur parce que 2 heures, il n'y a ça, pas de vraie synthèse. ça tape dur, le mythe arthurien quand même. De vraie synthèse, il n'y en aura jamais. De toute façon, c'est tellement dense. Voilà quoi, Excalibur de John Borman. Classique aussi, reconnu. Esthétiquement, on va dire moyen. Au niveau scénario, ça passe. Et puis, bon, l'interprétation. T'as même une apparition de Liam Neeson, il me semble. Je sais pas, tu connais Liam Neeson? Ouais, il va faire un film bientôt là. Ouais, le maître Jedi de Star Wars. Ouais, Qui-Gon. Ouais. Sinon, il va tourner dans un film où il est sur la neige avec un camion. Ah oui, c'est ça, je l'ai vu aussi. J'ai vu le trailer aussi. J'ai vu la bande-annonce. Ouais. Il fait beaucoup de films d'action à la Statham, lui. Hein. Il a fait les Tekken, non? Ouais, c'est ça, les Tekken, ouais. Enfin, les Tekken, pas les jeux vidéo. Il casse des bras et tout, là. Ouais, il casse des bouches. Donc, il défonce des gueules. Donc, 81. Je vais passer en... Ah bah, on fait un gros saut. On fait un saut jusqu'en 95. Alors, bon, là aussi, on est dans le style film romantique, tu sais. C'est réalisé par Jerry Zucker. Alors, le mec, Jerry Zucker, c'est qu'il a fait Ghost avec Patrick Swayze. Je sais pas si tu l'as vu, ce film. Oui, Patrick Swayze. Hein. C'est très, très bon. Et c'est un mec qui a co-réalisé avec son frère et un autre gars la série des Y a-t-il un pilote dans l'avion, tu sais. Ah oui. Donc c'était des films très loufoques déjà. Disponible sur Amazon Prime le premier. Ouais. Et puis voilà quoi. Donc le mec, mais là c'est un film plus sérieux, c'est Lancelot, c'est pas une parodie. Hein. Où on retrouve justement Sean Connery dans le rôle d'Arthur, donc vieillissant. Et forcément. Puis on a Richard Gere dans le rôle de Lancelot, avec une fresque romanesque, avec les moyens du bord. Hein. Enfin pas les moyens du bord, mais les moyens, je vais dire hollywoodiens. Donc c'est un peu épique. Bon, il y a pas la notion de quête du Graal. Là on se concentre vraiment sur une partie de la vie d'Arthur. Ouais, sur la chevalerie. Ouais, c'est ça. Ouais. Plus ça le chevalier de la table ronde et la romance avec Guenièvre une fois de plus. Toujours la romance avec Guenièvre. Ouais, c'est ça, qui revient parce que on aime bien ça dans les films. Voilà quoi. Après, il y a Le Roi Arthur en 2004. Alors ça, c'est un film réalisé par Antoine Fuqua avec Clive Owen. Je sais pas si tu connais Clive Owen, mais je pourrais pas te dire un film vraiment où il est marquant, mais c'est un grand acteur et c'est très bien fait. C'est-à-dire que là, on situe le mythe arthurien au temps de la Rome antique. Il n'y a pas cette notion de table ronde, de Graal. Ils ont tous le nom des personnages, mais eux, c'est des mercenaires et eux, leur Graal à eux, c'est un peu retrouver leur liberté par rapport à la Rome antique. D'accord, en étant affranchi du joug de Rome. Tout à fait. T'as toutes ces scènes avec, t'as même des scènes sur. Il y a une scène qui m'a marqué, c'est celle où ils sont suivis en fait par les Germains, parce que c'est cette période-là. Et ils sont sur une espèce de lac de glace, puis donc ils sont suivis, puis à un moment ils font tout pour que les Germains arrivent sur le lac. Ouais, puis que ça commence à se fissurer et tout. Et il y a une très belle scène de suspense. Franchement, je vous le recommande. Mais là, il faut savoir que c'est une autre vision du mythe arthurien. C'est complètement différent de ce qu'on a vu apparemment. Bon, après, il y a un film en 2017. C'est Le Roi Arthur, la légende d'Excalibur. Je sais pas si tu l'as vu celui-là. Non. C'est le film, on va dire. On en avait parlé dans un de nos précédents podcasts. Ouais. Mais précédent, genre terrible. Saison 1. Et ouais, en effet, c'était pas terrible du tout. T'avais Charlie Hunnam, donc le héros de Pacific Rim. Donc lui, c'est lui le Roi Arthur, il doit retirer l'épée. Pour combattre des kaijus. T'as des dragons et tout, de tous les côtés. Enfin, c'est n'importe quoi. Bah, des kaijus. Hein. Ouais. Et puis, je sais pas, il y a plein d'effets spéciaux, il y a pas vraiment de scénario là-dedans. Puis, c'est un peu léger. Disons que t'as des décalages, t'as des sauts de, comment dire, des sauts assez brutaux dans la narration. Dans la narration. C'est-à-dire que tu vois pas que ça saute d'un truc à un autre sans vraiment d'explication. Ouais, puis c'est des coupes franches en fait, c'est tout simplement. Puis t'as des personnages qui sont un peu décalés. Des fois, t'as l'impression qu'ils ont un parler un peu plus moderne, tu vois. Ils sont pas dans le langage médiéval. C'est pas encore trop grave, ça c'est sûr. Sauf si c'est hyper flagrant. Bah là, des fois, ils sont un petit peu. Ouais, je sais pas s'ils utilisent le parler, mais on voit que c'est pas adapté à l'époque, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais. Il y a un problème d'anachronisme. Donc c'est un film qui est connu, mais c'est pas le film que je vous recommanderais parmi la sélection, quoi. C'est un film qui est connu, mais pas pour les bonnes raisons. Donc un mauvais mythe arthurien, on va dire. Voilà, bon, je vais pas continuer, mais bon, il y en a encore plein, il y en a une vingtaine. Ouais, il y en a même eu avec Whoopi Goldberg. Alors, tu vois, on pourrait des comédies musicales aussi. Comédie musicale, jeux vidéo. Aussi, ouais. Bah, le mythe arthurien, c'est un peu comme Robin Loxley. Il y a plein de trucs à raconter. Ouais, c'est ça. Il y a des préquels et tout. Je pense que c'est inépuisable. Ah oui, c'est une source intarissable. Il y a aussi une mythe arthurien il fallait le préciser, dans Indiana Jones, bien sûr aussi. Ouais, forcément. Ouais, quand il va chercher le Graal, bah ouais, tout de suite, ça se rattache tout de suite au chevalier de la table ronde. Ouais, forcément, le mythe du Graal. Mais c'est tellement bien fait dans Indiana Jones que ça passe. Voilà, que je pense qu'on peut terminer sur ces petites recommandations. Alors, tu conseilles Kaamelott. Moi, j'ai fait quelques conseils, puis on se dit à la prochaine fois pour une prochaine séance.